disait la vie, c'est ce qui se passe quand on avait prévu autre chose. Et pour moi, c'est un peu la définition du lucernaire. On y vient pour faire un truc et en fait, on se fait happer par autre chose. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Ether, les récits d'innovation sociale. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Maxence du Lucernaire. Maxence, je vais te laisser te présenter et évidemment nous présenter le Lucernaire. Avec plaisir. Bonjour Clarisse, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc je suis Maxence Gaillard, j'ai 38 ans, je suis le président du Lucernaire à Paris. Emblématique lieu parisien. Voilà, peut-être pas pour tout le monde, donc j'en dis deux mots. C'est un lieu qui rassemble 3 salles de théâtre, 3 salles de cinéma, un restaurant, un bar, une librairie. Une structure de production, de diffusion, voilà. Mais c'est un lieu de passage assez connu des Parisiens du 6e arrondissement, mais pas que. Voilà, pas que, je confirme. Voilà, moi je suis une Parisienne de la rive droite et je connais très bien le Lucernaire. Bon, donc c'est possible, mais on en parlera peut-être, mais effectivement, on a des gens, en réalité, il y a 20% de personnes qui viennent nous voir qui sont du quartier. Ouais. Sinon, c'est vraiment même au-delà de la couronne parisienne. Ouais. Ouais. Alors toi déjà, Maxence, qui es-tu ? Maxence Gaillard, qui es-tu ? J'ai eu un parcours un peu en 2 temps. J'ai eu un parcours un peu... alors, quand je dis classique, dans le milieu artistique, on me dit oui, pas du tout. Mais voilà, j'ai fait des études de sciences politiques, d'école de commerce. J'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai fait un virage à 180 degrés il y a 12 ans maintenant. Je suis reparti en école d'art dramatique. J'ai refait 3 ans pour devenir comédien. Et puis, très vite, il faut monter ses projets. Et moi qui pensais avoir mis derrière moi tout ce que j'avais fait avant, je me rends compte assez vite qu'en fait, c'est un bagage qui m'est assez utile pour monter des projets. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale, quoi. Exactement. Et très vite, en fait, je me rends compte que monter un spectacle, c'est monter une boîte. Ouais, et finalement, ça m'intéresse assez. Je raccroche avec la production. Et puis, en parallèle, j'ai repris la direction d'une holding familiale d'investissement. Donc, j'ai remis un petit pied quand même assez vite dans l'entreprise. Et puis, un projet, puis 2, puis 3. Je me rends compte finalement que je m'épanouis pas mal avec les 2 casquettes. Et se présente l'opportunité il y a 3 ans maintenant, on est en 2026, oui, de reprendre le Lucernaire qui est à vendre, ce qui est assez surprenant parce que l'image du Lucernaire, c'est un lieu foisonnant qui marche très bien, etc. On se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Puis après 1 an d'audit, en famille, on décide de reprendre le Lucernaire, qu'on a racheté il y a 2 ans, quasiment jour pour jour maintenant. Voilà. Et les choses se développent un peu au-delà, on en parlera, mais il y a d'autres projets qui naissent à Marseille aussi encore aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des projets de développement dans le secteur artistique, culturel, mais je trouve que ça va un peu au-delà de ça, de ce que sont ces lieux de vie, quoi. Alors, comment cette décision intervient dans le cadre familial ? Bien sûr, toi, tu as cette dimension artistique, ouais. Mais comment ça se prend une décision comme ça ? Parce que c'est pas neutre, parce qu'il y a une responsabilité face à un lieu comme celui-là. Oui, il y a une responsabilité. Alors, il y a la mienne vis-à-vis de ma famille déjà. Oui, déjà, c'est sûr. qui n'était pas neutre. Puis il y a celle vis-à-vis de ceux qui fréquentent le Lucernaire en tant qu'artiste ou en tant que spectateur. J'avais toujours dans un coin de ma tête de me dire, tiens, si une opportunité se présente de reprendre un théâtre, ça m'intéresserait. D'accord. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir des dossiers de reprise de théâtre dans les mains. Je me souviens qu'on avait regardé ça avec mon père, assez intéressant, mais on se rend compte qu'un théâtre, c'est ouvert à partir de 17h, que ça lève le rideau à ce moment-là, et que finalement, c'est foisonnant, mais dans le cadre de la représentation. Et quand on s'intéresse de plus près au Lucernaire, alors c'est un lieu que je connaissais parce que j'y ai commencé, j'y ai joué, j'y ai passé 2 fois 6 mois en tant que comédien, donc je l'avais fréquenté quand même beaucoup. Et tu es du quartier ou au départ? Oui, il se trouve voilà. En plus, c'est du quartier. Je suis du quartier. Alors moi, je suis lyonnais, je suis pas parisien, oui. Mais j'ai toujours évolué dans le Depuis 6e. Que tu es parisien. Exactement. donc familialement aussi, ça résonne parce que tout le monde connaît l'endroit. Et on se rend compte que c'est un lieu qui est ouvert de 8h à 2h du matin tous les jours, qu'il n'y a pas que des théâtres, qu'il y a des salles de cinéma, qu'il y a le restaurant, le bar. Et que finalement, il y a une dimension qui dépasse beaucoup le cadre culturel, qui a une dimension... alors, je dis plus sociétale que sociale, moi, oui. Mais je sens bien faire la différence. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y avait une résonance particulière à reprendre ce lieu-là qui est complètement unique. Alors à Paris, mais en réalité même presque au-delà. Hein, oui. Ça n'existe pas, des lieux comme ça. Et donc ce caractère unique et l'importance
qu'on estime accorder à des lieux comme ça dans le périmètre, le contexte sociétal d'aujourd'hui. Tout à fait. Nous a fait nous dire il y a un vrai truc à regarder de plus près. Et puis on s'est tous un peu pris les doigts dans la prise et on est allé au bout d'un truc qu'on voulait regarder un peu par intérêt au début. Et on y a vu plus que ça, quoi. Alors raconte-nous, depuis maintenant 2 ans, cette aventure entrepreneuriale qui est quand même assez... tu viens pas... tu as sans doute une connaissance entrepreneuriale évidemment de ton ancienne vie, mais c'est lourd parce qu'il y a l'aspect théâtre, il y a les cinémas, il y a les restaurants. On sait que c'est quand même tout ça des métiers très différents. Ouais. Bah, tu viens de tout résumer, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Voilà. J'aime bien dire que c'est une petite structure. Il y a quand même une 50aine de personnes qui travaillent, mais c'est un groupe de TPE, quoi, très spécifique, dans des domaines qui, parce qu'ils vivent ensemble depuis toujours au Lucernaire, il y a une espèce de normalité pour tous les gens que tout ça soit au même endroit. Mais dans la gestion, c'est pas les mêmes temporalités, de rien, de programmation, de facturation, et donc, en fait, très vite, je me rends compte que j'ai quelques connaissances dans le secteur du spectacle vivant, mais que je ne suis pas du tout exploitant de cinéma, je ne suis pas du tout restaurateur, encore moins libraire. Et donc, la vraie difficulté au début, elle est celle-là, elle est de dire il faut que je trouve des gens compétents dans leur domaine, parce que moi, je ne vais pas pouvoir bien tout faire. Et d'ailleurs, historiquement, le lieu, depuis 50 ans, 60 ans, a toujours été géré par des gens de théâtre. Et c'est pour ça que le Lucernaire est très identifié comme un théâtre. C'est que ça a été porté naturellement par des gens de théâtre. Donc le théâtre s'est beaucoup développé, parfois un peu au détriment du reste. Et donc le défi, il est là, d'essayer de faire monter le reste. Exactement. Et de trouver une espèce de cohérence globale à ce lieu multi-activité. Je reviendrai sur ce terme. Mais voilà, c'est le constat qu'on fait très très vite en arrivant. Quand vous arrivez, c'est une équipe de combien de personnes ? Il y a, oui, c'est ça, il y a une quarantaine de personnes de TPE et il y a une dizaine d'intermittents techniques parce qu'il y a quand même près de 40 spectacles par an, 10 spectacles qui se jouent tous les soirs, tous les jours. Donc voilà, ça c'est un peu la variable d'ajustement. Et c'est un des sujets d'ailleurs, parce qu'on est assez lourd, mais je me suis assez vite rendu compte que il n'y avait pas de place perdue sur la partie RH et que globalement tout le monde avait du mal à tout faire, quoi. Oui, voilà, à produire vraiment le travail qui était nécessaire pour faire tourner cette magnifique maison, parce qu'en fait c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie. Ouais. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, j'ai dit ça, je milite beaucoup pour effectivement dire que ça n'est pas que un théâtre, que ça n'est pas que un cinéma, que un restaurant, que c'est vraiment un lieu interdisciplinaire. Et donc j'essayais de définir au mieux ce que c'était le Lucernaire. Je dis c'est un lieu de vie. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu veux dire par là que tous les autres lieux sont des lieux de mort? Je me suis dit la répartie est bonne, mais j'ai l'air un peu con. Et c'est vrai que au fond c'est quand même ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est vraiment un lieu. On vit plusieurs choses au même moment. Exactement. Et c'est vraiment. On va pas que pour aller au théâtre, on peut. On peut y aller. Il y a une citation, je crois, enfin, on l'accorde à John Lennon, mais peu importe, qui disait « La vie, c'est ce qui se passe quand on avait prévu autre chose ». Et pour moi, c'est un peu la définition du Lucernaire. On y vient pour faire un truc et en fait, on se fait happer par autre chose parce que c'est un lieu où il se passe énormément de choses en même temps. Aujourd'hui, on sait, et on a parmi nos clients de nombreuses personnes qui sont dans cet environnement entrepreneurial, qu'il existe des lieux justement où précisément on propose plusieurs choses. On propose des lieux où on peut travailler, où on peut manger. On a Kawa par exemple, que tu connais. On a plein de lieux comme ça. On a Social Bar, on a plein de lieux comme ça qui finalement sont aujourd'hui en termes de tranches de vie, de moments de vie, permettent beaucoup plus de choses qu'une seule, et on n'y va pas que pour travailler ou que pour voir un spectacle ou que pour manger. Et Lucernaire, en fait, c'est un peu l'ancêtre et le premier, le pionnier plutôt, dans cette nouveauté, parce que c'est assez nouveau. Oui, en fait, c'est assez surprenant de se rendre compte que dès le début, ils ont posé le Lucernaire tel quel, quoi. Voilà, alors c'est des formes de tiers-lieux. Ouais. Parce que c'est un peu ce qu'on utilise comme mot aujourd'hui. Ouais, j'en cherche un autre, moi. Oui. C'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure à le dire, mais tu vois, c'est des lieux où finalement, le Lucernaire, il est pour le coup vraiment pionnier. Ouais. Parce que ça fait
des années, et avant, ça n'existait pas vraiment. Ouais, j'ai quelqu'un qui me disait ça, qui me disait, mais qu'est-ce que vous changez, en fait? J'ai dit, mais en fait, sur la forme, il n'y a pas grand-chose à changer dans le concept, c'est-à-dire que c'est là, et ça a toujours été là, donc il faut simplement qu'on fasse identifier la porosité entre les activités un peu mieux, parce qu'il y avait quelque chose d'assez segmenté quand même. D'accord. Moi, j'ai joué au Lucernaire pendant 6 mois la première fois que j'y suis allé. Et j'étais là donc 6 jours sur 7. Il m'a fallu 5 mois pour savoir qu'il y avait un cinéma en dessous. Et pourtant, c'était marqué, après, j'aurais pu. Mais pour moi, le Lucernaire était un théâtre et je venais en tant que comédien. Oui, il est plus connu, plus identifié en tant que théâtre. C'est marqué sur la porte, théâtre Lucernaire. Et ça, c'est un de mes grands combats qui est de dire non, vous venez au Lucernaire, quoi. Ouais, et c'est un des enjeux, mais c'est vrai que les activités, elles sont là depuis toujours. Elles sont là depuis toujours. Et alors, comment elles fonctionnent, ces activités? Prises individuellement et puis prises ensuite collectivement? Alors, il y a plusieurs sujets, humainement, économiquement. Sur le plan économique, c'est un lieu qui n'a jamais gagné d'argent. Ouais. Voilà, pour dire les choses. Et ça, c'était un peu la première surprise. Alors, ça a longtemps été un centre national d'art et essai, donc subventionné depuis la fondation jusqu'à ce que les deux fondateurs, Christian Le Guillocher et Luce Berthomé, le vendent. C'était un lieu subventionné. Et à sa reprise par l'Harmattan en 2004, dans les années qui suivent, ça passe en théâtre privé, en lieu privé, donc plus de subventions, mais du coup avec des conséquences économiques assez compliquées. J'imagine. Il y a eu plusieurs cycles de vie dans ce lieu. Depuis 10 ans, l'arrivée de Benoît Lavigne, qui était le directeur quand je suis arrivé, qui est toujours le directeur avec moi aujourd'hui, la fréquentation du théâtre a fait plus 70%. Le lieu a retrouvé un public qu'il a connu dans les années 80-90, avec des spectacles très différents d'ailleurs. Donc le lieu est très fréquenté. Il y a presque 300 000 personnes qui passent au Lucernaire par an. Mais globalement, le modèle économique est fragile. Donc c'est un lieu qui perd de l'argent. Les conséquences, c'était le bâtiment était à vendre en même temps que l'exploitation, et c'est assez important parce que l'un n'arrivait pas à nourrir l'autre, donc le bâtiment a pris aussi un pet, le lieu souffrait un peu de tout ça. Donc on est encore, mais ça fait 2 ans qu'on fait des travaux dans le lieu pour lui redonner un peu de peps. Oui, bien sûr. Tout ça, plus toutes les démarches qu'on fait aussi avec Ether, puisque Ether nous accompagne sur la recherche. On crée un cercle vertueux, on approche aujourd'hui, on est au mois de mars, moi j'attends aussi la clôture de l'année dernière, mais on approche aujourd'hui d'un équilibre, ce qui est une révolution. Pour tout le monde, et ce qui est assez génial. Ouais, c'est chouette. Donc, alors, comment on arrive à ça, après 2 ans seulement, parce que c'est finalement pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Quelle est l'aventure? Alors, au-delà de... Je suis convaincue que le travail qu'on fait ensemble participe, bien sûr, de tout ça, mais de façon plus globale. En fait, le premier constat, il était de renforcer les pôles individuellement. Et tout le défi, c'était de segmenter ces activités pour mieux créer un tout. Et donc, en renforçant, on fait des investissements en renforçant chaque activité. Ce qui a des vertus dans les tunnels que représente chacune de ces activités-là. La complexité ensuite, c'est de refaire travailler les gens ensemble. Parce qu'avant, il y avait vraiment un fonctionnement très, très hiérarchisé. Aujourd'hui, en redonnant un peu plus de pouvoir aussi dans chaque pôle, on se rend compte qu'ensuite, il faut quand même refaire travailler les gens ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu les défis qui sont les nôtres. D'accord. Parce que vraiment, l'objectif, c'est le travail qu'on a fait ensemble, c'est de passer d'un lieu pluridisciplinaire à un lieu interdisciplinaire. Et donc, les pôles se répondent les uns aux autres. En fait, sinon, ça a assez peu d'intérêt. On pourrait mettre le cinéma au bout de la rue, le théâtre à cet endroit. On pourrait racheter des lieux individuels. Là, c'est le fait qu'ils soient au même endroit qui comporte un vrai intérêt. Et qu'on puisse venir, effectivement, pour prendre un café, et qu'on ressorte 2 heures après en ayant vu un film. C'est ça. Et le tout, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Kawa, à la recherche d'une création de liens au travers de la culture. On se rend compte que ça crée... beaucoup de friction et de travail. C'est pour ça que je parlais du plan RH en interne, parce que
C'est d'autres manières de travailler, c'est d'autres manières de fonctionner, mais avec des résultats qui ne sont pas immédiats, mais qui sont palpables pour tout le monde. Et donc, forcément, c'est assez réconfortant, même quand c'est parfois pénible, parce qu'on était dans une espèce de routine, un truc qui fonctionnait quand même. Le changement, c'est toujours difficile pour une bonne partie des collaborateurs. Mais en fait, on sent quand même ces résultats concrets financiers, et donc il y a une satisfaction exactement pour tout le monde, quoi. Une forme de fierté aussi. Ouais, alors le chemin est encore long, oui. mais moi je crois beaucoup. En tout cas, je me serais pas lancé dans cette aventure si je croyais pas que le Lucernaire était un lieu qui pouvait être rentable. On n'y serait pas allé, puis j'aurais pas réussi à convaincre ma famille si je le croyais pas. Mais c'est un vrai sujet. De toute façon, la question de la rentabilité, et dans le domaine artistique, c'est toujours un sujet un peu sensible. À combien il faut rogner sur l'artistique au service du commercial, et ça, c'est un sujet qu'on aura toujours de toute façon. Mais oui, je vois bien que ça on touche pas au but, mais on va dans le bon sens. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a l'outil extraordinaire pour y arriver. En tout cas, il y a une volonté de faire finalement ce qui est totalement indispensable à une entreprise, c'est-à-dire faire des bénéfices, gagner de l'argent, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est sa raison d'être, c'est sa première raison d'être, c'est le concept de l'entreprise, et tout en gardant finalement ces valeurs d'origine du lieu, et cette dominance artistique, parce que c'est un lieu, comme tu dis, qui est très subventionné au départ, donc voilà, qui avait plus vocation finalement à diffuser la culture qu'à en faire un sujet mercantile. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le challenge, il est de ne pas perdre ce qui fait le Lucernaire depuis 50 ans, tout en lui permettant de continuer à exister. Et en fait, je pense que le moment de la vente a été assez crucial, notamment pour les collaborateurs, parce que pour tout le monde, il y avait tellement de monde au Lucernaire, et ça fonctionnait tellement bien en apparence, en fréquentation, que le Lucernaire allait bien. Oui. Et puis le propriétaire décide de vendre, et en fait, s'il décide de vendre, c'est qu'au bout d'un moment, ça va pas si bien que ça. Oui, c'est ça. Et donc tout le monde a été un peu, voilà. Mais en fait, ça paraît assez normal. Ouais. Mais du coup, tout le monde, il y a eu une espèce de panique, mais justifiée, en interne, et puis pour les gens du secteur aussi, de se dire, mais parce que ce lieu, il aurait pu devenir un supermarché ou des appartements. Enfin, ça a été évoqué à ce moment-là. Et donc le fait qu'il y ait une espèce de prise de conscience de tiens, s'il y a une vente, c'est peut-être qu'il y a un sujet d'équilibre économique. Tout le monde s'est un peu mis dans ce mode survie, et de se dire nous, on veut que le Lucernaire continue d'exister. Et moi, j'ai eu aussi cette envie de reprendre le lieu, et on a eu cette envie en se disant on va le laisser tel qu'il est, quoi. On va essayer à la marge de trouver pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Mais on ne va pas en faire une boîte de nuit au sous-sol. Très vite, il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées pour moi de ce qu'il fallait faire au Lucernaire. Et il y a sans doute des choses beaucoup plus rentables à faire que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, voilà. Mais vous le savez, c'est-à-dire que c'est aussi rassurant de savoir que le lieu, entre guillemets, reste en plein milieu du 6e arrondissement, c'est exploitable. Mais ce n'est pas votre objectif. Non, et j'espère que ça... Enfin, je ne crois pas, en fait, ça... ou alors ce ne sera plus nous qui l'exploiterons. Nous, on a envie de l'exploiter comme ça. Mais c'est vrai que ce lieu pourrait être 20 fois plus rentable que ce qu'il est aujourd'hui, en faisant quelque chose qui dénaturerait, je pense, ce qu'était le Lucernaire historiquement. Et le quartier. Et on perdrait certainement tous ceux qui le fréquentent aujourd'hui. On retrouverait peut-être une autre... mais c'est pas du tout le plan, c'est pas du tout la vocation, au contraire. Mais ça doit être très intéressant vis-à-vis des équipes, quand vous arrivez, finalement, de vendre aussi ce projet-là. C'est-à-dire, voilà, nous, on prend un risque entrepreneurial qui n'est pas des moindres, parce que effectivement, il y a quand même un coût, il y a quand même des choses à mettre en œuvre, et puis comme tu dis, des investissements. Immobilier, certes, mais des investissements quand même à mettre en œuvre, mais avec cette volonté vraiment de maintenir le lieu. Donc pour les équipes, ça a dû quand même être un moment énergisant quand même. Ouais. Je crois, j'espère. Je pense qu'il y a eu un petit moment de flottement, parce que entre c'est une famille qui vient avec sa société d'investissement et le fonds d'investissement, pour la plupart des gens, il y a une
une limite qui n'est pas forcément faite. Donc, tiens, il y a un fonds d'investissement qui rachète le Lucernaire. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Donc, il a fallu bien recentrer les choses sur non, on est une famille, on vient reprendre ce lieu. Le discours, il est toujours... il est quand même un peu long à faire comprendre. Enfin, j'ai eu cette sensation qu'on est là justement au service du lieu parce que dès qu'il y a la notion d'investissement, oui. Derrière, il y a la notion de rentabilité. Mais c'est pas faux. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, exactement. Et quand il y a rentabilité, c'est maximisation des profits à court terme. Et donc, c'est la pression. Et donc, c'est réduction des coûts. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête des gens. Et donc, de faire comprendre qu'on s'inscrit, nous, sur le temps long et que... on aurait pu faire autre chose. Oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, il y avait des investissements plus rentables, effectivement, à faire. Mais que si on l'a fait, c'est parce qu'on a une vraie conviction profonde sur le lieu et sur le modèle économique qui est à repenser et réinventer quand même. C'est chouette. Et alors, maintenant, parle-nous un petit peu des différents lieux. Comment ça se passe pour toi et pour ton équipe? Parce que, évidemment, tu n'es pas tout seul pour faire vivre tout ça. Donc, individuellement, déjà, hein, comme tu disais, donc... Bon, le théâtre, je pense que ça, si j'ai bien compris, ça roulait pas mal. Ouais. Vous avez assez facilement de quoi faire venir du monde et remplir. Ouais. Hein, donc, mais bon, je suppose quand même que c'est un travail quand même. C'est des petites salles. Donc, même quand c'est plein, c'est compliqué de trouver l'équilibre. C'est le problème du Lucernaire. C'est-à-dire que les charges dans le spectacle sont assez importantes. Donc, dès lors qu'on veut, nous, produire un spectacle au Lucernaire, on sait qu'au-dessus de 4 comédiens, on peut être plein tous les soirs, on va perdre de l'argent. Oui. Donc, il y a une réflexion en termes de production sur la partie théâtre qui est de dire on peut produire des choses chez nous, mais il faut absolument qu'on rebondisse ailleurs. Donc, on travaille aussi avec d'autres théâtres parce que nous, on a des jauges qui sont petites. Donc, d'accord. Mais combien de places, rappelle-nous? C'est 120 et 60. D'accord. Voilà. Mais le théâtre, on a plus de 80% de remplissage, ce qui est très élevé pour une salle de spectacle. Donc le public est là, il est fidèle. La programmation... Il y a un fil conducteur sur la programmation au Lucernaire? Ça fait 10 ans que Benoît Lavigne a repris la programmation du Lucernaire. Donc le fil conducteur, je dirais que c'est Benoît. Mais, oui, voilà. Mais oui, en tout cas, il a su trouver au fur et à mesure des années de quoi répondre aux attentes du public. On est en ce moment, nous, en train de se poser, enfin, après les 2 ans de travaux, là, des questions justement d'études des publics. On a besoin de comprendre un peu mieux qui est-ce qui vient. On l'a fait à plusieurs reprises, mais on relance un peu cette dynamique-là, notamment au théâtre, mais partout, hein, sur chacune des activités. Mais il y a vraiment une confiance, il y a un chiffre que je trouve assez impressionnant. Je ne sais pas s'il est inquiétant d'ailleurs. Au Lucernaire, on a 75% des ventes qui se font via le Lucernaire, dont 45 directement au guichet. Ce qui est, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, pas normal, parce qu'aujourd'hui, les gens réservent sur Internet. C'est plutôt via les revendeurs, les billets réducs, Fnac et autres. Nous, les gens viennent au Lucernaire parce qu'ils ont une confiance dans la programmation et ils viennent directement en disant « Qu'est-ce que vous avez ce soir? Comment on viendrait au cinéma ?» Ok. Ça, c'est un peu, sympa, un peu rare. Alors, je dis que moi, je trouve ça assez génial parce que c'est ce qu'on veut faire, que les gens viennent en se disant qu'est-ce que je viens voir au Lucernaire. Est-ce que c'est inquiétant parce que les nouveaux publics, eux, sont accrochés à leur téléphone et à leurs ordinateurs et au digital et donc peut-être viendront moins, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je trouve ça... On arrive à maintenir ça et c'est assez naturel au Lucernaire et je trouve ça très représentatif de la confiance qu'il y a dans la programmation théâtrale. Et c'est un public que vous identifiez aujourd'hui, des tranches d'âge Alors, c'est pareil, c'est l'étude qu'on est en train de remener pour l'actualiser, mais globalement, on a, je relisais ça il y a quelques jours, il y a 40% qui ont quand même plus de 60 ans. Après, c'est le public au théâtre de manière générale, il y a un peu ce sujet-là. Bien sûr. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut le rajeunir? Et après, on est à peu près à 20% entre les 16-25, les 25-40 et les 40-50. Quoi. D'accord. Et alors, maintenant, le théâtre, ok. On va dire que c'est la partie, je dirais, qui roule le mieux. Ouais. En tout cas, ce que tu as découvert, parce que je pense que ces 2 années, c'est surtout déjà de découvrir un peu tout ça de l'intérieur. Et les autres domaines maintenant, le cinéma, puis le restaurant. Le cinéma, alors je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un public assez fidèle. La programmation n'est pas du tout gérée par la partie théâtre. Non,
Donc, il y avait un programmateur qui était là depuis 18 ans. Il est parti l'été dernier. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau duo, Leslie Vuchot, Alicia Hernandez, qui gère le cinéma. La dynamique, elle est... Alors, dans la programmation, donc c'est une programmation arrêt-essai, mais c'est surtout dans l'animation qu'on est capable de faire, au-delà de la programmation classique au long cours du cinéma, avec de l'événementialisation, en fait. C'est tel film avec tel réalisateur. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est un cinéma-restaurant, on a des espaces de restauration pour recevoir après et pour faire vivre une expérience qui est un peu différente de voir un film. Oui, de voir un film chez nous aujourd'hui dans notre canapé. On a tous des écrans pas possibles et c'est un peu le sujet du cinéma aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on propose en fait au-delà d'avoir un écran géant qu'on peut avoir à la maison. Donc c'est des expériences et ça, l'impact pour le coup avec 4 mois de fermeture dans l'année, on fait plus de 25% d'augmentation de chiffre d'affaires sur le ciné. Avec cet amorçage-là qui, à l'époque, c'était... au début, c'était un événement par mois. Aujourd'hui, on en a 3, 4 par semaine. Et ça crée une vraie dynamique positive. Et c'est d'autant plus chouette que ça fait revivre un cinéma autrement. Ouais, exactement. Parce que tu rencontres, en fait, le cinéma. Ouais. C'est pas seulement aller voir un film. Ouais. Et puis les gens se rencontrent, en fait. Ils se rencontrent entre eux, oui. C'est vraiment c'est social club. Exactement. Donc il y a des ciné-clubs, il y a beaucoup de choses, des films de patrimoine, de plus en plus, des films jeune public. On a au théâtre une programmation jeunesse jeune public qui est pleine tout le temps. Et donc, c'est de plus en plus déployé aussi au cinéma et ça fonctionne très bien. Vous travaillez avec des collectivités, des écoles, des choses comme ça? Oui. C'est ce travail-là qui était très amorcé au théâtre, qui n'était pas fait au cinéma. D'accord. Et donc, elles sont en train d'enclencher les bibliothèques, les écoles, les centres de loisirs, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait à déployer. Les ciné-clubs sont portés par les écoles du quartier qui cherchaient des lieux pour le faire avec les spécialités cinéma, etc. Donc en fait, c'est des choses assez chronophages quand même, parce qu'il faut les enclencher, mais qui ont beaucoup de vertus. Vous avez recruté ou vous êtes à peu près à l'équilibre sur le nombre de personnes On a, il se trouve qu'il y a des départs, il y a eu des départs. Donc en fait, vous avez plutôt même diminué. Je pense que la masse salariale, en fait, on réduit là où on peut sur justement les charges techniques, là où on se rend compte qu'il y avait un peu de marge, pour se staffer un tout petit peu plus sur des fonctions structures pour déployer l'activité. Ouais. Et alors, au niveau du restaurant ? Le restaurant, c'était une vraie... Ça doit être encore... Parce que, en plus, c'est pas ta vocation d'origine. Pour le coup, autant l'aspect culturel... Voilà, non, je suis pas du tout restaurateur. Je connaissais pas... vraiment un métier. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent restaurateurs, mais je pense pouvoir dire que c'est un métier. Ouais, c'est dur. Puis c'est vraiment dur. La restauration, c'est dur. Alors, je connais les quelques indicateurs clés maintenant qui me permettent de suivre ça. J'ai fait la rencontre de Kevin André, que tu as reçu. Bien sûr. Qui est notre point de mise en relation. Exactement. Et que j'ai reçu ici, tu as raison. Très vite s'intéressait lui aussi au Lucernaire pour déployer son modèle Kawa comme un lieu de création de liens. Oui. On a eu envie de travailler ensemble très vite. Ça a été assez long. Il a fallu près d'un an et demi en fait pour se dire voilà comment on va le faire. Mais c'est-à-dire que vous ne vous connaissiez pas avant ? Non. Ah d'accord. On s'est rencontrés autour de l'acquisition du Lucernaire. D'accord. En fait. Voilà. Il en avait entendu parler. Nous aussi, on s'est mis en relation. Puis finalement, nous, on s'est positionnés et on s'est dit c'est super. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Mais ça a été assez long. C'est toujours long parce que le Lucernaire reste le Lucernaire. Kawa vient avec son modèle, mais on a la même finalité qui est de trouver des lieux pour que les gens se rencontrent, quoi que ce soit. La bouffe, c'est aussi de la culture, d'une certaine manière. Et donc, on s'est dit, on va au même endroit, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Donc aujourd'hui, ça fait partie des endroits où ils ont leur manière de fonctionner, on a la nôtre, donc ils opèrent pour nous. Oui. Lucernaire Restauration est opéré par Kawa, parce qu'on va dans le même sens, on va au même endroit. Super. Donc c'est aussi charge à eux de s'intégrer dans le Lucernaire et à nous d'être à l'écoute de ce qu'ils peuvent nous proposer. Et charge à eux aussi peut-être de drainer pour vous une nouvelle typologie de clientèle. Tout à fait. Parce que c'est aussi ce qu'on pourrait demander à Kawa qui sait le faire ailleurs. Oui, tout à fait. La difficulté, ce qu'on aperçoit, c'est que le Lucernaire est quand même tellement tout le temps ouvert que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait de trouver de la place
pour d'autres choses. Alors on y arrive, on a fait des choix, on a supprimé un jour de programmation au théâtre pour densifier aussi la fréquentation. On va y revenir d'ailleurs, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas forcément là que ça fonctionne. C'est ça. Vous avez découvert la R&D, ouais, on en parlera après. Non, mais c'est vrai, c'est assez intéressant de tester des choses, de dire, manifestement, ça ne marche pas, donc on fait un peu un pas de côté. Mais oui, l'objectif, c'est qu'eux, ils nous apportent une complémentarité à l'occupation du lieu, qui reste quand même un lieu culturel avec des temporalités liées à l'exploitation de la programmation. C'est sûr. Et en plus, effectivement, votre restaurant doit rester ouvert effectivement sur des amplitudes horaires complètement délirantes. Ouais, le défi qu'on a imposé à Kawa, c'est qu'en fait, le restaurant est toujours plein sur les périodes de spectacle. Il n'y a pas de problème. Les gens viennent au restaurant. Mais moi, on leur a dit... faut le remplir le reste du temps. Voilà. Et il faut arrêter de suivre la courbe, parce que la temporalité du spectacle, c'est... moi, je dis c'est les changements d'horaire. Fin octobre, fin mars, c'est le pic haut, parce qu'il fait nuit plus tôt, qu'il fait froid et que les gens vont dans des salles. Et de mars à octobre, c'est un peu le creux de la saison. Et la fréquentation du restaurant suivait cette courbe-là. Et je me suis dit, il faut qu'on la casse, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que les gens ne viennent pas au Lucernaire, parce qu'il fait plus beau, quoi, au contraire. Donc voilà, c'est le défi qu'on a imposé à Kawa. T'as raison, il faut le déclarer comme ça. Ça commence par une déclaration. Mais c'est intéressant, parce qu'ils font énormément de choses, donc et puis ça fonctionne, quoi. Donc c'est chouette, ok. Donc maintenant, on a 2 ans de recul, donc ce n'est que le début. 2 ans, voilà, on peut vraiment dire que ce n'est que le début. Mais comment tu vois les choses? Alors déjà, je sais, on travaille ensemble, c'est pas un secret. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà, ce travail de recherche en sciences humaines et sociales, en innovation sociétale et sociale? Et qu'est-ce que tu identifies maintenant comme étant les prochaines étapes? C'était assez curieux pour moi. C'est effectivement Kevin qui, à un moment, m'a dit, mais en fait, tu fais de la recherche en sciences sociales, humaines. J'ai dit, ah bon? Je dis, d'accord. Puis on s'est rencontrés et j'ai vu toute la vertu, après 2 rendez-vous, d'avoir le temps de se poser des questions. En fait, ça m'a obligé, moi, à structurer un peu plus la pensée, parce que ça va quand même très vite, il y a tout le temps du monde, donc c'est parfois difficile de s'inscrire dans le temps long, justement, et ce temps de recherche-là, il a eu la vertu de nous obliger à réfléchir et à structurer la pensée. Très vite, on s'est aperçu que la question de l'interdisciplinarité était vraiment au cœur de la réflexion. Moi-même, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, mais je parlais de porosité entre les étages du Lucernaire en disant on ne se parle pas assez entre nous. Mais le temps, là aussi, est assez long, parce qu'il fallait d'abord renforcer chacune des activités, et ensuite, le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée une base commune pour se parler entre nous, avec des process beaucoup plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de frottements. C'est vrai que donc tout le travail aujourd'hui, il est sur la capacité à rendre cette interdisciplinarité pratique et un peu moins théorique, parce que en fait, sur le papier, c'est assez séduisant de créer des ponts entre les activités. Alors ça se fait au travers d'événements littéraires sur un auteur qui écrit du théâtre, mais qui a aussi scénariste d'un film. On arrive à créer les ponts entre toutes ces activités, et on arrive à aller chercher un public aussi pour ça, qui nous fait confiance. Mais dans la mise en œuvre, c'est très lourd, quoi. On n'est pas encore armé pour tout ça. Donc le défi aujourd'hui, il est vraiment sur toutes les fonctions support, en fait, qu'on a au Lucernaire. Et sur les questions de marketing et de communication, où on a un vrai enjeu aujourd'hui, parce qu'on déroulait des process qui fonctionnent très bien sur le théâtre. Mais dès lors qu'on cherche à faire un peu autre chose, c'est assez difficile dans la gestion au quotidien, quoi. Oui, donc ça vous a apporté finalement... En fait, c'est classique, donc là, ce que je vais te dire ne concerne pas que le Lucernaire, mais je pense que vous aviez des idées, donc, de façon assez intuitive, que vous mettiez en œuvre de façon assez empirique, finalement.
Et là, on apporte un cadre et on documente, on structure et on crée une vraie démarche R&D. Bon, ça, c'est votre métier. Au travers enfin, tu connais ça bien mieux que moi, mais moi, d'hypothèses, de tests, de résultats, de se poser la question de tiens, ça on a essayé, ça fonctionne pas, mais on prend le temps de se poser la question. Oui. En fait, et pourquoi ça fonctionne pas? Exactement. On mesure l'impact de ce qu'on fait. Voilà. Il y a vraiment une démarche scientifique. Et c'est. Et ça tu as vraiment le sentiment que ça a soutenu le projet, ça a soutenu. Enfin, c'est peut-être un peu jeune parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ce que j'allais te répondre. Mais c'est le temps long, la recherche. Exactement. Tu reviendras. C'était ma question de savoir combien. Ouais, exactement. je pense que j'ai hâte de faire un bilan dans 3 ans, mais c'est vrai que la question du timing est hyper importante parce que évidemment on a envie que ça marche très très vite et on se rend compte qu'il y a en fait beaucoup de choses qu'on teste et qui sont longues à mettre en place et puis qui vont pas à l'endroit où on pensait aller, donc ça remet encore un peu en question. J'exprimais il y a pas très longtemps dans un de nos rendez-vous le fait que je touche un peu un plafond de verre là aujourd'hui entre le discours et la pratique. Je sens qu'il faut qu'on réessaye d'autres choses pour faire évoluer aussi le modèle, parce que on a besoin d'avoir un modèle économique qui tienne la route, quoi, qui n'est pas encore très clair. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Modèle économique qui tienne la route. On sait ce que c'est que le modèle économique d'un cinéma, le modèle économique d'un théâtre, d'un restaurant, mais aujourd'hui c'est trop lourd à porter pour nous. En termes de charge, c'est trop lourd à mettre en place cette interdisciplinarité-là. D'accord. En fait, ce que tu voudrais, c'est trouver un modèle économique global. Exactement. Parce que je pense que ce lieu, avec toutes ces activités, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Parisiens qui en profitent et qui doit pouvoir s'exporter. Mais avant de s'exporter, on est en train de le faire avec des partenaires à Marseille. Oui, alors... Tu fais bien d'en reparler, parce que j'ai failli oublier. Il faudrait que tu nous expliques ça après. Ouais. Moi, j'ai assez vite eu la conviction que le Lucernaire, c'était pas le cinéma X ou le théâtre Y, c'est le Lucernaire, et qu'il y a un modèle particulier. Et j'ai lu ça plus tard, après, le fondateur qui cherchait à expliquer pourquoi il avait appelé ça le Lucernaire. Et oui, d'ailleurs, pourquoi il a appelé ça? Alors, parce que sa femme s'appelait Luce. Ah, d'accord. Et donc, il a ouvert le dico, il a cherché, puis il a vu Lucernaire, rite chrétien ancestral du moment où on allume les lampes. Et il a dit, il y a un truc qui est assez... la lumière, éclairer les consciences, etc. Et il ajoute, lui qui n'était pas du tout, je ne crois pas d'ailleurs du tout chrétien, mais il dit, si les gens de théâtre avaient autant de ferveur que les chrétiens, on mettrait un lucernaire sur chaque place de village. C'est joli. Et c'est un peu ma conviction de dire, c'est la conviction de Kevin avec Kawa sur les cafés, de dire, sauf que les cafés, il y en avait sur chaque place de village. Des lucernaires, il n'y en avait pas. Mais on doit pouvoir, et on a la responsabilité, à mon sens, de pouvoir apporter ce genre de lieu un peu partout en France. Oui, pour éduquer finalement. Et pour donner des lieux. Enfin, moi, j'estime qu'on fait au Lucernaire tout ce que moi j'ai fait tout seul sur mon canapé pendant 3 mois de confinement, boire un café, regarder un film, travailler, et que finalement le confinement, enfin moi qui l'ai vécu tout seul par exemple, je me dis des lieux comme ça, en fait, ça nous permet de faire tout ça, mais de pouvoir tourner la tête et de croiser quelqu'un. Donc, vous travaillez beaucoup sur cette notion de convivialité, sur cette notion de rencontre? Alors beaucoup au travers de Kawa, oui. Mais de plus en plus en créant des événements justement et de rencontres au-delà de la séance de cinéma ou de la séance de théâtre, et de créer le dialogue, quoi, de susciter les échanges. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'intérêt. En fait, on se rend compte qu'à une terrasse de café, on parle souvent du dernier livre qu'on a lu, du dernier film qu'on a vu, de telle série ou de telle pièce de théâtre. En fait, nous, on a tout ça au même endroit. Donc, c'est la richesse. Je sais qu'il existe des systèmes d'abonnement de théâtre à Paris. C'est fort longtemps, quand j'étais étudiante, j'utilisais ça. N'y aurait-il pas, finalement, un modèle autour de ça, de faire en sorte que, comme un peu les clubs de sport, si je puis dire. C'est la question du moment. J'en ai parlé il y a 15 jours à mon codir, encore ce matin, parce que nous, on a un abonnement assez classique au théâtre, mais
j'en parlais avec 2 de nos collaboratrices qui sont jeunes, qui ont 20 à 24 ans, qui disaient « mais moi, je ne prendrais jamais un abonnement à l'année pour aller dans un lieu comme le Lucernaire ». Mais on réfléchissait justement à des abonnements plus court terme. Nous, on a un café, enfin, un café offert par jour avec un abonnement, une place de cinéma offerte, des réductions de dernière minute au théâtre. On est en train justement de réfléchir à des offres qui ne peuvent exister qu'au Lucernaire puisqu'on est unique. Oui. En fait, faire un abonnement au théâtre, tout le monde le fait parce qu'en fait, c'est assez classique, ou des offres sur le cinéma. Nous, il faut qu'on soit capable de proposer quelque chose de l'expérience unique qu'est le Lucernaire. Oui, autour de communautés de gens qui souhaitent finalement investir, soit parce que professionnellement, c'est pas un sujet. Ouais. Donc, ça peut être aussi des rencontres business, finalement. Complètement, oui. Parce que c'est des sujets... on est entrepreneurs, toi et moi, donc on sait bien que les clubs business, c'est quand même un sujet facile à adresser, si je puis dire. Ouais. Bon, facile, c'est un grand mot. Oui, mais en tout cas... mais disons que... Et particulièrement pour un lieu comme le nôtre. Une espèce exactement, ça pourrait... Après, il faut trouver la bonne population et le bon cadre, mais c'est vrai ça pourrait être quelque chose de tout à fait envisageable. Tout à fait dans les tuyaux. Donc, tu vois, j'ai dit ça comme ça. Hein, non, c'est la question de l'abonnement premium, du club du Lucernaire, des amis du Lucernaire. Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux qui sont un peu longues à mettre en place, mais c'est évidemment un des sujets centraux. Voilà, et puis pour l'étendre à la famille, pour pouvoir venir avec sa famille, même si on est abonné par ailleurs. Tout à fait. Pouvoir faire participer ses enfants à des événements culturels auxquels on n'a pas forcément tout le temps temps d'aller chercher. La place, puis il y a s'organiser. Une vraie demande de ce côté-là. Il y a une vraie demande, tu vois. Bon, je parle, moi, en tant que mère de famille, entrepreneur, tu vois, tu me dis, si j'étais dans un truc où régulièrement il y a des choses organisées pour les enfants et que j'ai pas à y penser, parce que c'est la fameuse charge mentale dont on parle souvent. Et je fais confiance à ce qui est proposé. Je fais confiance à ce qui est proposé. C'est vrai qu'il y a un côté sympa. Enfin, bon. En plus, après, c'est vrai que c'est très lié au quartier, mais tu as raison, Paris reste quand même un village. Donc... Ouais, finalement, c'est pas si grand. Hein. On se rend compte qu'il y a 50% des gens qui fréquentent qui sont des 19 autres arrondissements que le 6e, mais il y a quand même 50% qui viennent au-delà de la couronne parisienne. Donc, en fait, les gens font confiance quand même déjà un peu. Mais il faut qu'on soit capable de leur offrir plus que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. En fait, c'est aussi beaucoup ça, hein, et plus transversal. Hâte quand même de voir la suite. Mais alors déjà, puisqu'on arrive quand même à la fin de notre interview, est-ce que tu peux me dire, toi, aujourd'hui, donc, qui est un peu au début de cette aventure entrepreneuriale, comment tu te projettes avec le Lucernaire dans les prochaines années? Comment tu vois les choses et comment tu imagines ce lieu dans 3 ans, peut-être 5 ans, si tu y arrives? Ouais, moi je m'inscris vraiment dans le temps long avec le Lucernaire. Il y a vraiment une première étape. 10 ans si tu veux. Ouais, mais non, mais exactement. Moi j'ai 3, 5 et 10 évidemment. Hein, alors on y va. Mais non, je pense qu'on a envie d'éprouver le modèle. Tout ce qu'on met en place en ce moment, on a encore, à mon avis, 1 ou 2 années de structuration interne, j'espère 1 année, que 2027 sera un peu l'année de référence. Le vrai défi, le vrai challenge pour moi, il est d'exporter le modèle. Il est vraiment celui-ci. Donc, je l'ai évoqué brièvement, mais on a répondu à un appel à projet à Marseille avec des associés pour reprendre un lieu qui s'appelle le César, qui a été créé par Marcel Pagnol en 1938, qui est un cinéma d'arrêt essai et qu'on transforme en théâtre, cinéma, librairie, restaurant. Avec une belle culture aussi. Un lieu qui a déjà... belle histoire, pardon. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un peu ça le modèle. C'est des lieux qui sont ancrés dans le territoire, qui ont déjà une référence culturelle forte, et de pouvoir apporter plus que ce qu'ils ne proposaient jusqu'à maintenant. Et mon rêve, c'est d'arriver à pouvoir déployer ce modèle-là, parce que j'y crois au-delà du quartier où il est implanté aujourd'hui. Et ça s'appellera pas forcément le Lucernaire ailleurs, mais en tout cas, c'est ce modèle interdisciplinaire que j'ai envie de déployer. C'est chouette. Donc dans 10 ans, j'en aurai 5, 6 dans mon rêve le plus fou. Voilà. On a des envies en tout cas. Tout ce que je te souhaite en tout cas. Voilà. Merci infiniment Maxence, c'était passionnant. Je te remercie. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Récits d'innovation sociale et pensez à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de nos aventures. Merci.